Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Vox Hebdo sur Vox TV. Alphonse Ndongo, journaliste indépendant spécialisé dans les questions économiques. Marna Makene, directrice de l'information à Vox TV. Albert Mianzukuta, directeur des publications de la Semaine africaine, sont avec moi sur ce plateau pour décrypter l'actualité de la semaine axée sur la tenue de la 74e session du comité de l'OMS Afrique, le lancement du projet 1000 entrepreneurs pour créer 5000 emplois et la montée de la vie chère au Congo. Le décor étant ainsi planté, nous abordons notre premier sujet relatif à la tenue de la 74e session du comité de l'OMS Afrique. Au moment où la maladie du Mpox est à l'affiche, le Comité Afrique de l'Organisation mondiale de la santé clôture sa 74e session tenue en 5 jours. Cette réunion qui a connu la participation de plusieurs ministres africains en charge de la santé a débouché sur la nécessité pour les pays membres de l'OMS Afrique d'intensifier la sensibilisation à l'épidémie du Mpox afin que la population soit mieux informée et se mette à l'abri. Nous avons pris très au sérieux cette épidémie de Mpox, surtout la situation en RDC, à l'est de la RDC, et qui touche les pays à l'est de l'Afrique. Nous allons tous travailler ensemble. Donc, l'Union africaine, à travers l'Africa CDC, l'OMS, nous avons déjà planifié au niveau global, au niveau continental, ce que nous voulons faire, c'est travailler ensemble avec d'autres partenaires aussi pour d'abord informer la population, informer la communauté, pour que tout le monde sache qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut faire. Deuxièmement, organiser, d'améliorer la capacité de nos pays de détecter tôt et de prendre d'action et aussi de faire la prévention. Le ministre congolais en charge de la santé et président de cette 74e session a félicité les participants pour leur contribution. La pertinence des résolutions et recommandations issues d'une part de la qualité des documents soumis aux discussions et d'autre part des diverses interventions, contributions efficaces des intervenants des États membres est une conviction. Le doute ne m'habite pas pour dire que la 74e session du comité régional de l'OMS de l'Afrique, qui vient de se terminer à Brazzaville, restera probablement dans les annales de l'OMS comme un tournant historique de la problématique de la santé publique contemporaine. L'autre enjeu majeur de la 74e session du comité OMS Afrique a été l'élection du nouveau directeur régional le 27 août. C'est le Tanzanien Faustin Engelbert Dungulile qui a été désigné après consensus. Il remplace Matshidiso Moeti, première femme à occuper ce poste. Bien, la session de l'OMS Afrique s'est tenue du 26 au 30 août. Elle a abouti avec l'élection du docteur Faustin Engelbert Ndungulile, qui succède au docteur Matshidiso Moeti. Alors, Albert, comment peut-on apprécier le mandat du docteur Matshidiso Moeti? Je pense, et tout le monde l'a dit, que c'est un mandat qui a été positif. En 10 ans, il a fait un travail assez remarquable, quoique discret, pour la prise en charge des grands thèmes de pathologie dans la sous-région, activer le mécanisme de prévention, ressouder la cohésion des États membres qui avaient quelque peu été malmenés par l'irruption de la pandémie de Covid-19. Et puis donc est-ce qu'elle était à la hauteur dans la gestion de cette pandémie de Covid-19? Si nous, à la hauteur, sachez une chose, déjà réjouissons-nous du fait que l'Afrique a enregistré le moins de morts possible par rapport à cette
pandémie, alors que tout le monde annonçait une hécatombe. Tout le monde disait que l'Afrique, parce que manquant de moyens, parce que impréparée, parce que démunie en beaucoup de choses, serait le continent qui paierait le plus. Mais nous n'avons pas eu à voir, pas beaucoup en tout cas, les scènes de ces cercueils alignés, de ces cimetières débordés, de ces ouvriers travaillant nuit et jour à enterrer des malades défunts. Donc, on peut dire que, même si ce n'est pas directement sous sa responsabilité, qu'elle a joué le rôle que nous attendions qu'elle joue. Donc, rôle positif, oui. Oui, Madame Makinde, le bilan du docteur Matshidiso Moeti, est-ce que son action à la tête de l'OMS Afrique a été satisfaisante? Matshidiso a hérité d'une organisation sous-régionale, au niveau sous-régional, qui a des problèmes au niveau interne. Vous avez dans les pays, la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, il y a un problème qui se pose. Le déficit d'un plateau technique sanitaire adéquat, c'est ça aussi le vrai problème. Ce n'est pas à elle. Elle, en tant qu'organe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des propositions. S'il y a des subventions, des moyens, elle met ça à la disposition des États. Mais au-delà de tout, le plus grand travail, ce sont les États, les dirigeants, qui doivent impulser la dynamique. En quoi faisons? En dotant leur pays des structures sanitaires dignes. Vous avez par exemple dans la localité du pays où les structures sanitaires laissent à désirer. Et j'ai vu dans une localité dans le département du Niari un reportage que j'ai suivi dans une chaîne. Alors, ça là aussi c'est Matshidiso Moeti qui doit aussi impulser. Non, c'est l'État. Mais est-ce que ce n'est pas à elle d'encourager? Oui, elle a encouragé. Vous avez vu, sous son leadership, on a eu le taux de mortalité des femmes qui accouchent et qui meurent après l'accouchement, a quand même régressé parce qu'elle a quand même fait un travail en dotant les structures sanitaires de tout ce qui est équipement nécessaire pour permettre aux femmes d'accoucher dans les conditions de former, la formation des matrones. C'est aussi ça. Oui, donc, nous avons vu, à l'impossible, lui n'est tenu. Les autres pensent que Matshidiso Moeti a fait un bon travail, mais nous souvenons aussi, c'est sous lui, quand elle part, elle laisse le monkeypox. Oui, bon, s'il faut parler des crises épidémiques, je pense que chaque directeur général de l'OMS Afro a eu son épidémie. Le cas du docteur Gomez Sambo Langolais, qui donc lui aussi a connu à cette époque l'épidémie d'Ebola. Donc en ce qui concerne la gestion ou la gouvernance du docteur Moeti, il faut relever que je pense qu'elle a vraiment relevé le défi parce que c'est d'abord la première fois qu'une femme accède à ce niveau de responsabilité au niveau de l'OMS Afro. Et dans un contexte de panique, lorsqu'il y a eu la crise à coronavirus, avec tout ce qu'il y avait comme incantation sur l'Afrique, on prévoyait l'hécatombe. Je pense qu'elle a su non seulement affirmer une certaine communication, contrairement à son directeur général, qui lui épousait un peu les thèses, je peux dire, occidentales, qui prévoyaient l'hécatombe en Afrique. Le docteur Moeti a plutôt été dans le sens du contact avec les Africains, et nous avons vu que cette pratique a marché parce qu'elle ne relayait pas vraiment ce qui venait, n'est-ce pas, du haut sommet en matière d'hécatombe. Elle ne relayait pas, mais n'était-elle pas en contradiction avec la hiérarchie? Comment la direction générale donne un message alarmant et elle, malgré tout, a gardé sa sérénité? Justement, c'est la force d'un manager, c'est de savoir se situer dans le contexte, puisqu'elle vit en Afrique. Les autres sont, n'est-ce pas, là-bas à Genève et n'appréhendent pas vraiment les vrais problèmes de l'Afrique parce qu'elle a compris, elle qui sort d'une zone, l'Afrique australe, où aussi on met en exergue la médecine traditionnelle africaine. Donc elle a compris qu'il y avait au-delà de tout ce qu'on nous présentait comme éléments pour lutter contre la pandémie, mais qu'il y avait aussi, n'est-ce pas, la force de la médecine africaine. Et tout ça, vous voyez que l'OMS, Afro surtout, n'a pas trop condamné ces pratiques qui, d'une manière ou d'une autre,
ont fini par faire que, aujourd'hui, qu'on n'enregistre pas l'hécatombe, comme disait tantôt Albert. Oui, Albert, aujourd'hui, Madidi Somouiti est parti et nous avons un nouveau directeur régional. Quelles peuvent être les chances de réussite de ce nouveau directeur parce qu'il prend les rênes sous le monkeypox? Oui, mais la directrice de l'information l'a dit. Pour que quelqu'un réussisse à ce poste-là, il faut qu'on lui en donne les moyens. C'est-à-dire qu'il faut une volonté politique. Oui, justement, qui doit lui donner les moyens? Mais c'est ce qu'il dit. Donc, qui l'a élu? Ceux qui l'ont élu, ce sont nos dirigeants, nos ministres de la Santé, nos experts, etc. Donc, qui doivent aussi se dégager. Mais au-delà de cela, moi, je relève d'abord, avant tout, qu'elle a su jouer des deux atouts qui l'a marqué quand elle est venue au poste. Le premier atout, donc nous l'avons dit, elle est femme. Et donc c'est la première fois qu'une femme, et on a vu ici le tact, le doigté de la femme, qui n'était pas cassante comme les autres, n'est pas venue imposer des... Et donc ça a permis un tout petit peu de faire jouer à l'OMS Afrique un rôle de cohésion. Et puis le deuxième atout, selon moi, c'est qu'elle est de l'Afrique australe. Effectivement, on l'a dit. Et donc ici, il y a eu comme un pont entre Afrique, surtout de l'Ouest, et Afrique australe, en passant par évidemment les grands foyers épisodiques que sont la République démocratique du Congo surtout, pour la survenue des pathologies que nous avons vécues au cours de la décennie et qui sont des pathologies transmises pour la plupart par des animaux. Nous sommes en train de vivre le monkeypox, l'épidémie de monkeypox. Quelles sont les chances de réussite pour le nouveau directeur? C'est un grand défi. Oui, merci Jean-Chrysostome Njona. Le plus grand défi aujourd'hui concernant les États africains, concernant l'OMS Afrique, c'est de s'y atteler pour que nous ayons ce que moi j'appelle la souveraineté vaccinale. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2300 doses que l'OMS va mettre à la disposition des pays affectés par l'épidémie de monkeypox, notamment en RDC, dans la partie l'est de la RDC. Mais aujourd'hui, l'Afrique, sur tout ce qui est épidémie, quand il y a les épidémies, on a connu l'épidémie d'Ebola, voilà, la Covid, il y a aussi, voilà. Et aujourd'hui, monkeypox qui ressurgit. Ce sont les épidémies qui font la résurgence de temps en temps, et voilà, c'est ça. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les États puissent investir pour que nous ayons au moins des firmes de production. Aujourd'hui, la firme danoise qui met à la disposition les 203 000 vaccins à la disposition des États africains. Mais il faudra que nous aussi, en tant que pays africains, qu'il y ait le soupçon d'orgueil, qu'on puisse mettre en place des politiques sanitaires dignes. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne produit que 1%, d'après Gavi, de tout ce qui est vaccin. Tout ce qui est vaccin que tu as dit que nous produisons. Alors, face à ça, ils font ce qu'ils disent. Après, l'OMS Afrique a aujourd'hui plus de 70 ans. Mais on doit se poser des questions. Surtout ça, on doit mettre l'accent sur ça. On doit être souverain. La souveraineté des pays de l'Afrique passe aussi par là. Qu'on soit capable, que les États africains soient capables de produire eux-mêmes les vaccins. Qu'on ne peut pas attendre que l'aide puisse venir, qu'on ait là seulement notre survie dépend seulement de l'aide. Jusqu'à quand? C'est ça. Alphonse, est-ce que, tel que le tableau est brossé, finalement, le nouveau directeur régional pourra-t-il compter vraiment sur l'aide des pays africains qui sont membres de l'OMS Afrique? Bon, il faut avouer que le docteur Engelbert Dungile arrive aussi dans un contexte aussi de crise, de crise économique, donc il va falloir certainement qu'on s'ingénie à trouver des moyens, et à la suite de ce que dit Marna, le problème fondamental, c'est que pratiquement l'épicentre des épidémies, c'est en Afrique. Et souvent, les éléments constitutifs résident aussi en Afrique, c'est-à-dire les éléments transmetteurs, les animaux qui sortent de nos forêts. Et alors, le problème qui se pose, c'est que nous n'avons même pas de laboratoire de type
4 ou de type 5, comme par exemple les Chinois en ont, les Américains aussi, les Français. Le laboratoire, le seul nous disposons par exemple en Afrique centrale, se situe au Gabon et c'est l'œuvre de la France. C'est-à-dire que les gens viennent travailler là, font des recherches, manipulent des virus sur la base desquels ils font des vaccins. Donc c'est un énorme défi pour les Africains, comme le dit Marna. Il n'est pas normal que 60 ans après, on en soit toujours à recevoir l'aide des autres, alors que c'est nous qui devrions plutôt mettre au point des vaccins, parce que les virus se sont manipulés ici et se trouvent ici, et les gens viennent faire des recherches chez nous, les amènent dans leur pays pour pouvoir, n'est-ce pas, faire des vaccins. C'est quand même quelque chose qui peut me paraître assez inquiétant. Est-ce qu'on a des moyens? Je dis pour l'instant, l'Afrique n'en a pas. L'Afrique n'a pas les moyens de sa politique pour faire face aux épidémies qui sévissent au sein des pays membres. Nous mettons donc fin à ce premier sujet, ce qui nous amène à aborder le deuxième relatif au lancement du projet 1000 entrepreneurs pour 5000 emplois. Après le lancement officiel du programme 1000 entrepreneurs, 5000 emplois, il y a 2 semaines, le président de la Chambre de commerce de Brazzaville, Paul Bambi, a déroulé au cours d'une conférence de presse son programme initié dans le but de créer 5000 emplois par le biais de 1000 nouvelles entreprises pour permettre à ces entrepreneurs de matérialiser et formaliser leurs activités. Nous sommes ici sur l'étendue du territoire avec un projet de 1000 chefs d'entreprise, 5 emplois créés. Nous avons des zones minières comme celle du Niari. Mais si ces mines sont développées, les sous-traitants miniers, ce seraient ces jeunes qui ont des projets. Donc ils seront peut-être plus nombreux que ceux de Brazzaville. Mais nous pouvons aussi avoir de nombreux à Brazzaville s'ils suppléent dans le cadre du numérique, dans le cadre des télécommunications. Nous avons prévu que ces projets, quand ils deviennent entreprises, qu'il y ait toujours un petit pourcentage pour un ancien qui va servir de coach et d'accompagnateur et qui, lui, va se retirer 5 ans plus tard. Donc, c'est un projet avec beaucoup d'accompagnement. Ce programme qui vise à offrir la formation, l'accompagnement et du mentorat aux entrepreneurs à travers des ateliers séminaires sur la gestion de projets bénéficie du soutien des acteurs du secteur privé. Nous avons lancé ce programme que nous avons présenté aux bailleurs de fonds, que nous avons présenté aux partenaires internationaux. Et sur la base de ce programme, vous avez assisté il y a quelques semaines à la signature des conventions avec la Jeune Chambre, avec le FONEA et d'autres institutions. Le programme 1000 entrepreneurs, 5000 emplois, qui se déroulera sur l'étendue du territoire national pour une durée de 5 ans, se veut être une réponse et une contribution à l'insertion professionnelle des jeunes, conformément à la vision du président de la République qui a décrété 2024 année de la jeunesse. 1000 entrepreneurs pour 5000 emplois. Alors, Alphonse, que peut-on retenir finalement de ce projet qui a été lancé par le président de la Chambre de commerce de Brazzaville? Alors, c'est un projet fou du président Paul Bambi. Oui, c'est possible qu'on crée 1000 entreprises et qu'on puisse éventuellement insérer 5 personnes par entreprise, ce qui fait 5000. C'est possible lorsqu'il y a une certaine volonté politique. Mais là, j'ai vu sur le terrain, Paul Bambi seul, on sait très bien que dans ce pays, les problèmes de créer des entreprises ne se posent pas. Il y a des jeunes Congolais très intelligents, bourrés de talent, mais le vrai problème, c'est on sait très bien que lorsqu'on crée une entreprise au Congo, à 10 heures, vous avez les impôts, on ne vous laisse même pas, vous créez une entreprise aujourd'hui, 10 heures les impôts, à 11 heures, c'est le ministère du Commerce, à 12 heures, c'est les services de la police, à 14 heures, c'est le Bureau congolais du travail, Bureau congolais des droits d'auteur. À 14 heures, vous avez les services, n'est-ce pas, de la CID, ex-DGST. À 16 heures, vous avez, n'est-ce pas, même la Chambre de commerce. À 17 heures, vous avez un autre service et vous avez une multitude de services qui passent et beaucoup de jeunes
on finit par mettre la clé sous le paillasson. Donc, j'ai bien posé la question au président de la Chambre de commerce, quelle sera la solution miracle? Il dit qu'il est possible de créer des entreprises et d'embaucher et d'absorber 5000 jeunes. Bon, maintenant, mon problème, est-ce que c'est des emplois pérennes? C'est-à-dire quelqu'un qui, franchement, peut vivre du flux de son travail, parce que dans un contexte aussi de crise et aussi de parafiscalité que nous connaissons, quelle est la durée de vie d'une entreprise qui va se créer? Le problème n'est pas seulement de créer une entreprise pour dire, voilà, enfin, on a créé une entreprise, il y a des gens qui sont embauchés, mais est-ce que ces gens pourront vivre décemment? Est-ce qu'ils auront leur salaire à date échue? Est-ce que ces entreprises vont vivre pendant la durée qu'il faut? Contexte, on le sait, marqué par la concurrence, que même des étrangers, parce que j'ai entendu le président Paul Obambi parler de certains secteurs, mais qui sont aujourd'hui occupés par des sujets étrangers. Je ne vais pas citer leur nom pour ne pas créer une espèce de xénophobie, mais que peuvent les Congolais lorsque les autres ont des moyens techniques et même parfois financiers, et les jeunes Congolais risquent franchement de subir la concurrence et de voir des entreprises qui ne font pas le. Anna Makene, vous avez écouté Alphonse expliquer. Est-ce que ce projet de 1000 logements peut aller loin finalement? Ok, l'initiative elle est bonne, mais la faisabilité va poser problème. Alors, lorsque vous avez... le Congo aujourd'hui a un problème. Tout à l'heure, Alphonse l'a évoqué. C'est le problème de l'écosystème entrepreneurial qui pose problème. Aujourd'hui, l'État a dit il faut créer les jeunes. Reconnaît que les jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils n'ont pas de débouché d'emploi. Ils ont terminé les études, le Congo dispose. C'est un atout que 70% de la population congolaise regorge des jeunes dont l'âge compris entre 15 ans et 25 ans. C'est un atout indéniable que d'autres États n'en ont pas. Alors, il faut se l'approprier, saisir de cette opportunité en créant, en favorisant. L'impulsion doit être donnée par qui? Par l'État. Il y a l'entrepreneur, la Chambre de commerce, le président de la Chambre de commerce s'est lancé, mais il faudra qu'il y ait l'accompagnement de l'État, qu'on ait un écosystème, qu'on puisse poser des jalons pour l'éclosion d'un écosystème entrepreneurial digne, à mesure de permettre de résorber le problème du chômage des jeunes congolais qui se posent avec acuité. Paul Obambi ne crée pas ce cadre-là pour que l'entrepreneuriat éclose finalement? Non, le secteur privé peut impulser la dynamique, mais on parle aujourd'hui que l'État a reconnu qu'aujourd'hui pour créer au moins, l'État parle de 10 000 emplois qu'il entend créer, mais 100 000 emplois quand il entend, 100 000 emplois. Les 100 000 emplois, l'État reconnaît qu'à lui seul, il n'est pas capable de résorber ou de prendre en charge tous les jeunes, de créer les postes budgétaires pour tous ces jeunes-là. Il faudra qu'il y ait la pluie d'autres secteurs, comme le secteur privé, comme Paul Obambi a saisi l'opportunité, mais le problème dans la faisabilité. Et aujourd'hui, vous avez un secteur privé qui patauge, qui n'arrive même pas, qui est moribond, tout à fait. Non, le mot est tellement trop fort. Non, pas inexistant, mais qui patauge. Voilà, qui a besoin d'être accompagné. C'est ça le problème, merci. Albert, 1000 entrepreneurs pour 5000 emplois. C'est possible, non? En tout cas, c'est beau, déjà dans le rêve. Hein, et on a la liberté, je crois, de rêver si on pouvait se projeter là-dessus. Mais ne rêvons pas trop en ignorant donc dans l'écosystème entrepreneurial que nous avons. N'oublions pas que nous avons nos réalités de terrain. Et une première réalité qui m'a toujours étonné, c'est cette parafiscalité non maîtrisable, non maîtrisée, dont on ne sait pas où elle commence, où elle s'arrête, et qui, donc, de 7h à 19h, vous assiège au point de vous demander, mais est-ce que l'État veut accompagner et encourager l'éclosion des entreprises, ou bien il fait tout pour l'étouffer? Parce que quand on voit la qualité des intervenants, de ceux qui passent
avec des uniformes de travail ou sans les uniformes de travail, en cravate ou pas en cravate, en salopette, qui viennent vous expliquer doctement que oui, vous devez payer la douane, ça, bon, c'est sûr, vous devez payer la patente, comme on l'appelle, vous devez payer telle ou telle autre taxe, parfois des taxes dont on dit, mais elles pourraient être annulées et regroupées, ou alors retardées aussi quant à leur versement pour donner à l'entreprise qui n'est... Quelles sont les entreprises qui sont les nôtres? Ce sont des petites entreprises familiales et les jeunes qui viennent ne pourront pas, je crois, tout de suite se mettre à la dimension d'un Dangote, implanter une grande raffinerie au Congo, une grande cimenterie. Ce sont d'abord des petites unités, donc des petites boutiques, des petits étalages, des petites sociétés de services. Et ces services-là ont besoin, dans les 2 premières années de leur implantation, d'être encouragés par la protection de l'État, par l'aide que l'État doit et peut fournir. Est-ce qu'on peut-on dire que les projets, bon, ils ne sont pas encore visibles, est-ce qu'ils sont déjà morts, tués par la parafiscalité? Non, nous devons quand même nous donner la chance de rêver jusqu'au bout. Ils ne sont pas tués par la parafiscalité. Et puis j'ai vu d'un autre côté que le ministre Ngatse, tout en s'employant à l'objectif qui lui a été fixé, donc d'avoir des rentrées fiscales importantes pour la viabilité de notre État, partout où il est passé, il a rassuré, dit: je ne viens pas ajouter des impôts aux impôts, mais je viens seulement m'assurer que les impôts qui sont là rentrent et que nous le faisons de la bonne manière. Bon, donc, mais est-ce qu'on a déjà décelé les secteurs dans lesquels ces projets seront créés, Alphonse? Oui, avant d'y répondre, je tiens à préciser à la suite de ce que vient de dire Albert, qu'au Congo, l'État a prévu que pour toute entreprise nouvellement créée, cette entreprise soit exonérée du paiement des impôts pour une durée de 3 ans. Mais seulement l'État même ne respecte pas cela. Donc c'est pourquoi c'est étonnant. Alors, les secteurs au Bambi, il en a parlé des télécommunications, de l'ingénierie en matière minière, de tout ce qui va avec, et il a même dit tous les secteurs. Alors c'est là où peut se situer le problème. Moi je m'attendais à ce que ceux qui sont à la base de ce projet puissent déjà identifier les sous-secteurs dans lesquels les Congolais peuvent être compétitifs. Parce qu'il y a des secteurs aujourd'hui, si vous parlez de télécommunications ou de communication, franchement, c'est des secteurs, on le sait très bien, qui sont, n'est-ce pas, soutenus par ceux qui ont plus de moyens. Donc je ne vois pas un jeune Congolais qui peut franchement nouvellement créer son entreprise et exploser là-dessus. Donc, le président Ovambi parle de tous les secteurs, mais bon, il a dit lui-même que cette rencontre s'inscrivait aussi dans le cadre de pouvoir remodeler certaines choses en fonction de la réalité. Et c'est pourquoi on a assisté à cet échange qu'il a eu d'ailleurs avec un échantillon de jeunes qui est venu. Bon, maintenant, comme on dit en français, si tu veux juger le maçon, mets-le au pied du mur, nous allons bien juger le président Ovambi. Marina, les secteurs, nous avons vu les secteurs cités par Alphonse. Est-ce que dans ces secteurs-là, les Congolais peuvent être des leaders? Non, je suis d'accord avec Alphonse. Lorsque Alphonse épingle dit qu'il y a des secteurs comme les télécommunications qui exigent beaucoup d'investissements financiers. Alors quel est le jeune Congolais aujourd'hui? Lui-même, il est à la recherche, il se débrouille. Comment il va chercher l'argent? C'est ça. Alors, s'il y a peut-être l'accompagnement de l'État, ça serait une bonne chose. Mais il y a aussi des secteurs là où les jeunes, avec rien, on peut se lancer. Comme le secteur agricole. Nous avons des atouts, des potentialités naturelles. Le Congo a plus de 10 millions de terres arables. C'est énorme. Alors qu'en fait-nous? Je ne sais même pas si c'est 2% ou 3% qui sont exploités. C'est le secteur arabe. Oui, c'est un secteur qu'on peut... Il a parlé des projets agricoles, il y en a dedans. Et c'est justement dans ce genre de projet que les jeunes Congolais peuvent exceller. Et je pense qu'il s'agit pour le président Ovambi de paramétrer un peu son projet en misant
n'est-ce pas, sur les sous-secteurs dans lesquels le Congo peut être compétitif. Merci beaucoup pour ces éléments. Nous allons observer une pause publicité. Nous allons nous retrouver bien après.